Bienvenue sur le C2 Podcast, le podcast du C2RP Carrefour des Hauts-de-France. Le C2 Podcast qui vous permet de passer un moment en compagnie d'un expert ou bien d'acteurs du terrain pour partager avec eux leur vision, leurs pratiques professionnelles ou encore leurs projets. Son principal objectif consiste à rapprocher les acteurs du monde de l'orientation, de la formation et de l'emploi. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du C2 Podcast, le podcast du C2RP Carrefour Hauts-de-France. Un épisode au cours duquel nous allons évoquer un sujet passionnant qui pourrait valoir des échanges passionnés. Nous allons évoquer l'innovation en formation. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Jean-Charles Caillet, directeur chez Hémisphère. Hémisphère qui se présente comme, je cite, une design school innovante. Jean-Charles, bonjour, merci d'être présent. Bonjour et merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Est-ce que je peux vous demander de compléter cette présentation en vous présentant dans un premier temps et en nous présentant également Hémisphère un tout petit peu plus que je ne l'ai fait? Oui, donc je m'appelle Jean-Charles Caillet, je suis vice-président chargé de l'innovation à l'Université catholique de Lille. De formation, je suis professeur en biologie cellulaire et moléculaire, mais là, il n'y a pas trop de rapport avec Hémisphère. Hémisphère, effectivement, a été créé sous le nom Design School, mais pas comme une école de design. C'était le design school dans le sens le design thinking, ces méthodologies de travail collaboratif. Donc en fait, pour définir Hémisphère, on devrait dire c'est un centre d'expertise et de recherche universitaire dans l'accompagnement de projets par l'innovation et en mobilisant l'intelligence collective. Hémisphère existe depuis quand ? Donc Hémisphère a été créé officiellement en 2017, mais avec une équipe de collaborateurs qui travaillaient déjà ensemble depuis 4 à 5 ans. Mais je dirais la naissance d'Hémisphère, oui, juillet 2017 à l'Université catholique de Lille. Et puis pour compléter cette présentation, donc si vous avez à l'esprit quelques chiffres qui, depuis 2017, peuvent nous donner des indications sur le nombre de personnes qui constituent l'équipe, le nombre de projets peut-être qui ont pu être aussi menés, nous donner quelques indicateurs. Oui, en quelques chiffres. Donc aujourd'hui, Hémisphère, c'est une équipe d'une 15aine de personnes, de profils vraiment très différents, puisque mes collaborateurs, collaboratrices, nous sommes des experts, je dirais, en biologie, en droit, en marketing, en philo, en informatique, en gestion, en prospective. Donc on a tous des parcours très très différents. Notre point commun, c'est qu'on travaille avec ces méthodologies de travail collectif qui sont plutôt inspirées des designers ou des architectes, des méthodologies alors design thinking, co-design, travail collaboratif, qui sont un peu moins pratiquées souvent à l'université. Voilà, donc une 15aine de collaboratrices et collaborateurs très différents. Et d'autres chiffres. On travaille donc pour les 5 facultés de l'université. Il y a une 20aine d'écoles, ça c'est dans le périmètre de la Cato à Lille, mais on a aussi une grande activité à l'extérieur de l'université. Par exemple, depuis 5-6 ans, on a fait des prestations et des interventions dans une 50aine d'entreprises différentes, régionales et nationales, une 50aine d'entreprises et plus de 180 établissements d'enseignement du monde de l'éducation. Ça va du lycée, collège, école primaire, privé, public, jusqu'à l'université et le domaine de la formation continue aussi. On va avoir l'occasion justement de développer, de prendre des exemples aussi bien dans le monde de l'éducation que dans le monde de l'entreprise. J'aimerais juste que l'on s'arrête un instant sur une expression que nous avons déjà entendue plusieurs fois, que je crois nous allons encore entendre quelques fois, c'est le mot design. Qu'est-ce qu'il signifie ? Oui. En tout cas pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Alors, il y a sans doute plusieurs explications, définitions du mot design. La nôtre, c'est qu'on l'apprend dans le sens de la pensée systémique, c'est-à-dire d'aborder les choses de manière, je dirais, transversale, globale, et non par entité, par domaine. Donc, d'avoir cette complexité. C'est pour ça d'ailleurs que dans l'équipe d'Hémisphère, le fait d'être d'univers différents nous aide, parce que ce ne sont pas nos spécialités, nos domaines scientifiques qui prennent le dessus, c'est la façon de travailler. Le co-design, par exemple, c'est comment on va co-dessiner ensemble des projets ou comment on va co-dessiner des réponses à des questions. Donc c'est plutôt dans le sens le design, dans le sens de co-élaborer. Et qui est assez différent du fait de collaborer.
Parce que ça se ressemble un peu. Dans la collaboration, on sous-entend que les gens sont différents et qu'ils vont être efficaces ensemble, mais ça nécessite une méthodologie. Et dans le design, dans le design thinking, par exemple, il y a des méthodologies, il y a des process qui permettent à des gens différents d'être constructifs ensemble. Et ça n'empêche pas des experts de prendre la parole, mais le fait de co-dessiner quelque chose fait qu'à la fin, le résultat que vous obtenez, chacune d'entre nous, il trouve une part de lui ou d'elle. Et c'est pas pareil que de collaborer, par exemple, sans méthodologie, pour qu'à la fin, ce qui est produit, n'est le fruit de la réflexion, soit de l'expert, soit du hiérarchique, ou soit de celui qui avait mieux travaillé son dossier que les autres. Dans le co-design, un naïf ou quelqu'un qui n'est pas du domaine peut apporter quelque chose, puisque la méthodologie permet à chacun le terme anglais, c'est de plugger ou d'insuffler quelque chose qui lui est propre et qui n'est pas dû à son expertise forcément du dossier. C'est une expression design thinking que l'on entend fréquemment. Est-ce qu'on peut brièvement décrire la méthode ? Alors, le design thinking, c'est un process, c'est une façon d'arriver à quelque chose. Il y a plusieurs façons de le décrire. Nous l'avons choisi chez Hémisphère de la manière suivante, et c'est pour ça que vous trouvez dans notre logo les 4 I de Hémisphère. C'est les 4 étapes que l'on a choisies pour travailler en design thinking. Le premier I, c'est l'inspiration. Donc, dans le design thinking, il y a toute une partie du travail qui nécessite d'aller s'inspirer. Et nous, on préfère aller s'inspirer dans ce qu'on appelle des lieux improbables, faire des rencontres improbables. Donc, si vous voulez innover dans la formation, allez vous inspirer dans des domaines qui ne sont pas ceux de la formation. Donc, l'inspiration, c'est la première étape du design thinking. La deuxième, c'est l'idéation, terme anglais pour dire la créativité. Donc, créer ensemble des idées. Cette créativité, on préfère la faire de manière collective et pas en créativité individuelle, même si on tient compte des créativités individuelles. Et là, la production d'idées collectives, c'est le co-design. Donc le co-design, c'est une façon de co-dessiner ensemble des idées pour, être efficace en idéation. Le 4e I, et je fais exprès d'oublier le 3e, le 4e I, c'est l'innovation, parce qu'on veut quand même aller sur des projets innovants, innovation de transformation ou bien des innovations de rupture, il y a les deux. Et l'innovation n'étant pas le but, l'innovation étant une façon de faire pour résoudre un problème, monter un projet. Donc l'innovation est aussi une mentalité, mais on tend vers l'innovation. Et l'innovation, on dit parfois aussi que c'est le moment où l'idée rencontre la main de l'utilisateur. En management, marketing, on dit que c'est lorsque l'idée rencontre son marché. Nous, on préfère dire c'est quand l'idée rencontre l'utilisateur, l'usager. Et donc, pour que l'idée de l'idéation rencontre, l'usager et lui propose une innovation, le I manquant, c'est l'implémentation, l'expérimentation. Donc on s'inspire, on crée des idées, on les expérimente, et puis on tend vers des innovations, produits, services, management et autres. Voilà, ça c'est résumer un peu le design thinking tel qu'on le pense chez Hémisphère. Et si on unit désormais le design thinking à la formation, ça donne quoi comme perspective, comme objectif ? Pourquoi s'engager dans une procédure, dans un processus d'innovation ? En fait, cette méthodologie, elle peut s'adapter à tous les domaines et jusque dans la formation. Si vous voulez innover en formation, comme si vous voulez innover en management, dans certains produits, services. Si vous voulez innover en formation, il y a nécessité d'aller s'inspirer. Donc on organise par exemple des voyages apprenants, des rencontres avec des experts dans des domaines très différents. Donc il faut s'inspirer. Un enseignant, un formateur qui veut innover, doit s'inspirer. Ensuite, il y a de la créativité. Donc les ateliers pédagogiques habituels deviennent des ateliers de co-design dans lesquels on ne réunit pas que des enseignants ou que des formateurs, parce que pendant longtemps, les ateliers pédagogiques étaient fréquentés par des profs ou des formateurs. Donc là, on essaye d'avoir une très grande variété de participants. Et pour que tous ces gens s'entendent, les apprenants, les formateurs, les administratifs, les techniciens, les ingénieurs, il faut des méthodologies, et on utilise les méthodologies du co-design. Et ensuite, lorsqu'il y a des idées, par exemple, on a envie de travailler sur des méthodes collaboratives, des classes inversées, renversées, de l'escape game, des hybridations avec du numérique, là, il faut l'expérimenter. Et les fameux usagers qui vont prendre en main l'idée, c'est d'une part les apprenants, mais pas uniquement. Les bénéficiaires de l'innovation en formation, bien sûr qu'il y a les élèves ou les gens qui suivent des formations, mais il y a aussi les formateurs eux-mêmes, les enseignants eux-mêmes et toutes les parties prenantes. Donc on va retrouver dans cette démarche d'innovation en formation exactement les mêmes parties prenantes que si on voulait innover en service, en marché, en management de l'innovation, en produit. C'est applicable partout. J'entends bien, donc c'est un processus qui embarque tout le monde.
Et à ce titre, comment avez-vous procédé, comment s'est faite l'adoption de ce projet en interne avec les équipes qui sont celles d'Hémisphère ou qui gravitent également autour d'Hémisphère? Alors effectivement, dans le design thinking ou dans ces méthodes-là, il y a le côté team building et le côté, de dynamique de groupe, qu'on trouve pas forcément dans d'autres méthodes. Et il faut embarquer les gens dans un projet. Donc, par exemple, quand on crée Hémisphère il y a 5-6 ans, eh bien, les gens nous ont rejoints progressivement et il n'y a pas eu un embarquement, le jour J, puisqu'il y avait différents projets et puis qui se sont connectés entre eux. Donc, il y a une dynamique de management comme dans n'importe quel projet collectif. Mais ça, c'est important parce que si on veut avoir un centre d'expertise dynamique qui s'intéresse à plusieurs sujets, il faut qu'on ait nous-mêmes cette dynamique, de collaboration. Mais l'embarquement, il se fait aussi dans chaque projet. Donc, si vous imaginez, par exemple, d'aider un centre de formation, un lycée, une entreprise à innover en formation, à innover dans le management, à innover dans les services, il faut qu'elle-même, cette entreprise ou cette institution, crée toutes les conditions favorables à ce dynamisme collectif. Parce qu'il suffit pas d'avoir une idée et de la transformer en innovation. Il faut aussi qu'il y ait toute une équipe qui travaille et qui fasse vivre cette idée. Et donc, il y a ce côté un petit peu de faire durer les choses, le côté un petit peu que nous on aime appeler les conditions qui permettent de créer des communautés apprenantes, apprendre en marchant et non pas concevoir quelque chose à un temps T0, puis de se dire ça y est, on a tout bouclé et maintenant on le déroule. Donc c'est aussi une aventure, c'est aussi une expérimentation. Donc Hémisphère depuis 5-6 ans vit, se transforme en dynamique de groupe, exactement comme les projets qu'on accompagne en entreprise ou en institution d'éducation. Insuffler ces dynamiques dont on parle se fait sous conditions. Peut-on les connaître ? Les conditions. En fait, souvent on entend parler, il y a l'expression de dire je vais créer une communauté apprenante, ou je vais créer une dynamique, ou je vais créer un réseau. Mais en fait, on ne crée pas ces choses-là. Elles se créent d'elles-mêmes. Par contre, il faut créer les conditions qui permettent. Et donc, créer les conditions qui permettent l'émergence de cette communauté, sont par exemple d'avoir des objectifs. Il y a un ouvrage qui est intéressant, que moi j'ai lu vraiment qui m'a inspiré, c'est la 5e discipline de Peter Senge, qui dit que toutes les organisations intelligentes et qui veulent travailler dans ce sens, quelle qu'elle soit, commerciale, industrielle, éducative et autres, doivent pratiquer 5 disciplines. Et ces 5 disciplines, elles permettent de créer cette communauté et en même temps d'avancer vers l'innovation. La première discipline, c'est la connaissance de soi, la maîtrise de soi. La deuxième discipline, c'est la lutte contre les modèles mentaux. Donc de ne pas rester ancré dans ses convictions, mais aussi accepter d'échanger. Connaissance de soi, lutte contre les modèles mentaux. La troisième discipline, c'est la vision stratégique. Si vous avez une vision stratégique, un objectif commun, vous allez pouvoir évoluer, collaborer ensemble. Ça, c'est important. La quatrième discipline, c'est le fait d'apprendre en marchant. La communauté apprenante, de ne pas être dans des certitudes dès le départ du projet, mais d'accepter de bouger, de changer et de toujours être en situation d'apprendre. Et ces 4 disciplines fondamentales amènent à la 5e discipline. Et la 5e discipline, c'est la maîtrise des 4. Et la 5e discipline, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. Autrement dit, à chaque fois qu'on veut s'intéresser à quelque chose, dans un projet, toujours avoir cette vision globale et de pas vouloir aller trop vite, régler un problème, aller dans telle direction, en regardant par exemple soit seulement l'aspect budgétaire, un conflit entre 2 personnes, ou bien une difficulté avec un client, ou bien un problème par exemple si je prends la formation dans l'évaluation et autres. Et à chaque fois qu'on veut régler un problème ou proposer quelque chose, toujours faire le lien avec le reste. Et donc pour pouvoir créer cette communauté apprenante, des types de conditions qui sont je dirais importantes, c'est par exemple avoir des événementiels différenciés, des activités régulières, utiliser des réseaux sociaux, travailler avec le 2.0, travailler aussi, je dirais, avec des méthodes de présentiel où on utilise des méthodes de co-design, mais aussi faire de la diffusion classique. Et donc d'éviter d'avoir une activité qui est répétitive, monotone, et puis surtout d'avoir une communauté dans laquelle on n'exclut pas ce qu'on appellerait les résistants au changement. Puisque cette dynamique d'innovation, elle ne fonctionne que si on associe des plus créatifs, on va dire, ceux qui osent le plus innover, à ceux qui ont le moins envie de le faire. Voilà. Et donc c'est vraiment, il y a toute une série de petites recettes comme ça. Il y a plus des vigilances à avoir. Il y a plutôt des recettes de ce qu'il ne faut pas faire, parce que les recettes de ce qu'il faut faire, ça peut dépendre d'un projet à l'autre. Mais voilà,
je dirais, des éléments de réponse à cette question qui mériterait plus d'une demi-heure pour y répondre. On vient d'entendre le fait que l'on puisse évidemment associer, et c'est tout à fait normal. Je ne vais pas dire que j'enfonce une porte ouverte, mais effectivement, on a des candidats à l'innovation, et puis on en a qui sont moins candidats. Mais comment est-ce qu'on finit par les embarquer ? Comment est-ce qu'on satisfait tout le monde dans ce type de démarche ? En fait, quand on est dans une démarche d'innovation, si je prends l'innovation en formation, c'est parce qu'on a un objectif. L'innovation n'est pas un but en soi. Donc on a un objectif. L'objectif, ça peut être, par exemple, de mieux préparer des personnes à un concours, à un métier, de développer telle compétence. Dans l'éducation, ça peut être de monter le niveau des élèves, ou alors de lutter contre le décrochage, ou alors de vouloir qu'il y ait plus d'interaction entre les apprenants. Par exemple, moi, dans l'expérience que je pratique à titre personnel, ce que j'ai appelé la classe renversée, dans ma classe, en génétique, ce sont les étudiants qui font le cours, qui construisent le cours, qui construisent les examens. Donc les 60 étudiants dans ma classe sont un seul professeur avec 60 cerveaux, et moi je suis le seul élève de ma classe. Tout est renversé. Donc j'ai plus de copies à corriger chez moi, j'ai des devoirs à faire. C'est une innovation pédagogique qui est poussée. Pourquoi elle a été pensée, cette innovation ? Elle n'a pas été pensée pour relever le niveau de mes élèves en génétique. Elle a été pensée parce que j'avais devant moi beaucoup trop d'élèves consommateurs, comme on peut avoir des apprenants consommateurs de formation, et mon objectif c'était d'augmenter l'interactivité, l'esprit collaboratif des apprenants. Donc toute la méthodologie de la classe renversée, innovante, a été pensée avec un seul objectif, que des bons élèves aident des moins bons élèves en génétique, qui est une production collective, et de les mettre dans des responsabilités, de développer certaines compétences. Donc ça, c'est vraiment important quand on veut innover, d'avoir cet objectif. Et là, vous avez des résistances, parce que dans mes élèves, j'ai 15% de mes étudiants, ça ne les intéresse pas, cette méthodologie, parce qu'ils sont adaptés au système. Et si vous voulez innover avec des collaborateurs dans un projet, vous avez 15%, 20% de vos collaboratrices qui ne seront pas intéressés parce que eux sont adaptés à un système, et en plus ils sont experts. Moi, mes meilleurs élèves sont experts des matières, ils ont de bonnes notes. Et donc les experts, ceux qui ont des méthodes gérées, éprouvées, ça, vous transformez les règles. Alors pour pouvoir travailler avec eux, eh bien il ne faut d'abord ne pas les dénigrer. Parce que si vous dénigrez les experts en leur disant c'est moi l'innovation et vous êtes le monde d'avant, les has-been, eh bien le jour où vous avez un problème, ils seront pas là pour vous aider à le résoudre. Et quand on a des problématiques en innovation, il y a que 2 types de profils qui peuvent vous aider. Donc vous voulez innover en pédagogie, innover en formation, innover dans n'importe quel domaine, et vous avez un problème. Le premier profil pouvant vous aider à régler ce problème, ce sont d'abord les usagers. Donc moi, quand j'ai des problèmes dans ma classe, les étudiants sont force de proposition. Ils participent à l'innovation. Il faut toujours innover avec les usagers. Il ne faut pas innover pour les usagers uniquement. Donc si vous innovez avec, ils ont leur part dans la méthodologie, ce qui fait que si vous avez une difficulté, ils peuvent faire des propositions intéressantes. Donc votre innovation va évoluer. Seulement, les usagers sont incapables de vous aider à résoudre des problèmes plus techniques, plus pointus. Il n'y a que les experts qui peuvent le faire. Et les experts, c'est souvent vos collaborateurs ou des gens qui sont, je dirais, dans certains domaines. Et donc ceux-là, ils sont capables de trouver la faille et de vous aider à résoudre le problème en innovation. Mais à condition que vous ne les montriez pas du doigt en disant vous êtes le prof du cours magistral ou vous êtes le technicien de telle méthode. Non. Il faut leur montrer qu'on ne peut pas innover sans les gens qui résistent au changement. Parce que les gens qui résistent au changement vont ramener les innovateurs les pieds sur terre et ça va permettre cette hybridation qui est intelligente. Voilà, c'est pour ça que je dirais l'innovation, c'est pas juste faire du neuf avec des gens qui ont envie de le faire. C'est beaucoup plus complexe, je pense. Très bien. On vient de l'entendre. Quelque part, ça répond déjà quasiment à la question que je vais poser. Mais bien souvent, quand on dit innovation, on entend aussi derrière digitalisation. Or, on vient de l'entendre, c'est pas forcément le cas. Non. La digitalisation, la numérisation, en français, on va dire, c'est quelque chose qui est nécessaire. Donc pour moi, c'est devenu aussi nécessaire que le gaz, l'électricité ou l'eau, on va dire. Donc il n'y a pas à se poser la question d'utiliser le numérique. On est dans l'ère du numérique. Alors ma première pensée au départ, comme beaucoup, c'était de se dire, ce sont juste des outils. Et donc on peut innover sans les outils. Il faut d'abord avoir cet esprit d'innovation. L'innovation, c'est aussi un état d'esprit. Donc si je suis capable d'innover avec une craie et un tableau, eh bien après, je vais pouvoir amplifier, m'améliorer, faire des choses beaucoup plus intéressantes avec du numérique. Ça, c'est l'idée que j'ai eue pendant longtemps.
que ces outils étaient juste au service de la pédagogie et de l'innovation. J'ai changé d'avis depuis 2-3 ans, enfin depuis peu de temps. Pas changé d'avis entièrement, mais je pense que ces outils, et notamment le numérique, sont aussi des lieux d'inspiration. C'est-à-dire que on peut aussi utiliser le numérique, tout ce potentiel, pour s'inspirer et transformer ses pratiques. Je m'explique. Si par exemple vous découvrez des méthodologies qui utilisent le numérique, mais que vous les appliquez telles quelles, aujourd'hui on le voit avec les cours en ligne, le e-learning, le distanciel, toutes les personnes qui veulent utiliser ces méthodologies à distance, en utilisant le numérique exactement de la même manière qu'elles l'utilisent en présentiel, vont dégrader la qualité. Si vous faites votre cours en ligne exactement comme vous le faites en présentiel, vous allez dégrader la qualité parce que vous êtes habile, vous êtes très bon en pièce de théâtre, et puis d'un seul coup, vous allez transformer votre pièce de théâtre en un mauvais film ou une mauvaise émission de télévision. Ce sont des façons différentes d'interagir. Par contre, si vous utilisez des méthodologies adaptées au distanciel, et que ce distanciel est complémentaire de ce qui se fait en classe, et ça c'est la vraie hybridation. Parce que souvent, on limite l'hybridation, je fais mon cours en classe, ou ma formation, et je fais mon cours en ligne. Mais c'est pas ça l'hybridation, ça c'est, je dirais, une transposition. Et c'est là où on perd de la qualité. D'ailleurs, ça, c'est vrai aussi dans l'inverse. Il y a des experts de la formation à distance, quand vous les mettez en classe, en frontal, ils deviennent catastrophiques. Donc c'est dans les deux sens. Donc, pour pouvoir hybrider en utilisant le numérique de manière efficace, il faut que ce que les apprenants font chez eux, ou en direct, alors il y a le synchrone, l'asynchrone, etc., soit des méthodologies, des exercices, des façons de faire complémentaires de ce qui se fait en classe et, je dirais, en articulation. Ça, c'est la vraie hybridation. En fait, cette hybridation, elle est multiple. Elle est distancielle-présentielle, elle est numérique-non numérique, elle est entre l'innovation et l'académique, elle est entre ceux dont on dit qu'ils sont innovateurs et les résistants au changement. Elle est entre le travail individuel et le travail collectif. Donc ces hybridations, elles sont multiples. Et si on réduit l'hybridation à juste un aspect, c'est plutôt une dualité qu'une hybridation, à mon avis. L'hybridation est un terme qui revient régulièrement dans les conversations, en particulier dans la formation digitale, qui a longtemps utilisé l'expression anglaise de blended, et qui forcément prend en considération les nouvelles dimensions de la formation et parle d'hybridation. On pourrait y consacrer un épisode intégral. Pour conclure, puisqu'on va s'approcher progressivement du terme de cet épisode, nous avons tout à l'heure entendu un retour d'expérience, ou en tout cas une illustration qui nous vient du monde de l'éducation. Est-ce que l'on peut avoir également un exemple d'intervention, d'accompagnement auprès d'entreprises ? Au départ, quand on a lancé nos activités chez Hémisphère, on a créé ces activités pour, je dirais, améliorer nos propres pratiques pédagogiques. Donc, on s'intéressait à l'innovation pédagogique, l'innovation en formation initiale. Mais ce que l'on a fait, c'est qu'on a très rapidement publié sur des blogs, des plateformes, le résultat de nos expériences, en pensant inspirer ou rencontrer d'autres enseignants ou formateurs. Et notre surprise a été qu'on a été presque autant sollicité par des entreprises que par des lycées, collèges, universités. Parce que les entreprises, en allant chercher un peu des expériences d'innovation intéressantes, inspirantes, tapent avec des mots-clés, innovation, interaction, et donc ils tombent sur ces expériences. Alors elles se disent, mais si des enseignants sont capables de faire ça avec des élèves, on pourrait imaginer que des managers, des directrices, des responsables de domaine puissent faire ça avec leurs collaborateurs, leurs clients, les fournisseurs. Autrement dit, la façon dont un expert dans un domaine travaille avec un groupe de non-experts pour les aider à acquérir des connaissances, à développer des compétences, à résoudre des problèmes, c'est ce qui se passe aussi dans l'entreprise. Autrement dit, l'entreprise est aussi un monde apprenant. Donc là aussi, on casse la dualité du monde de l'éducation d'avant, les 20-25 années où on apprend, et puis le monde du travail, comme si on ne travaillait pas dans le premier monde d'ailleurs, le monde du travail où on va appliquer des choses. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que les difficultés que l'on a dans le monde de l'éducation, on les a aussi dans le monde du travail, dans le monde sociétal, le monde de l'entreprise. Et donc ces façons d'interagir, elles sont inspirantes des deux côtés. Donc, pour répondre à votre question, avec des entreprises, on a monté des ateliers, des expérimentations d'innovation très très variées. Ça va de comment, par exemple, être plus efficace dans certains types de réunions, comment transmettre une information dans un comité de direction, un comité exécutif, comment partager, des décisions entre des experts, des hiérarchiques et des collaborateurs, comment, par exemple, transformer un fournisseur en client, comment, par exemple, ne pas confondre l'information et la communication
communication. Je dirais c'est multiple. On a travaillé aussi sur des problématiques d'organisation du travail, de silotage, d'interaction entre business units. Donc voilà, c'est-à-dire que à chaque fois, les thématiques sur lesquelles on travaille, leur point commun, c'est comment on peut mieux travailler ensemble. Et donc, je dirais, un prof avec ses élèves, un directeur, une directrice avec ses collaborateurs et autres, eh bien, on retrouve le même genre de problématique. Et la solution est trouvée collectivement. Oui, trouvée collectivement. Et au début de l'entretien que l'on a eu ensemble, on a parlé du team building, on a parlé du dynamisme. En fait, ces méthodologies, elles permettent de créer du lien social. Et même dans la classe. Dans la classe, elles permettent de créer du lien social. Donc dans les pédagogies de classe inversée, renversée, il y a beaucoup d'exercices où on constitue les équipes nous-mêmes, on mixe les profils et les élèves apprennent à travailler avec des profils différents avec lesquels ils ne travaillent pas. Parce qu'ils nous disent souvent « Ah, moi je veux bien travailler en équipe, hein, mais avec mes copains. » Parce que je m'entends bien avec eux et on a les mêmes façons de travailler. Alors moi, je leur réponds bienvenue dans le monde de l'entreprise parce que tu vas vraiment être embauché avec tous tes amis, quoi. Et donc, dans l'entreprise, c'est pareil. Dans l'entreprise, on est amené à travailler avec des profils très différents. Et donc, ces méthodologies de co-design dans l'éducation, on peut les utiliser dans l'entreprise. D'ailleurs, elles viennent aussi fortement de l'entreprise. Ça, c'est vraiment quelque chose à avoir en tête. C'est ces façons de travailler avec des profils différents. Des profils, des cultures différentes. Oui, des profils, des cultures différentes, et de montrer que cet enrichissement entre profils différents, il ne fonctionne que s'il y a une méthodologie. S'il n'y a pas de méthodologie, vous ne pouvez pas enrichir, parce que ça peut plutôt être des affrontements, des confrontations. En fait, si vous êtes sur du conflit, ou si vous êtes sur du consensus mou, dans les deux sens, c'est stérile. Ce qu'il faut au milieu, c'est du débat, de la contradiction, des façons de travailler de cette manière. Et là, c'est la méthodologie qui permet à chacun de s'exprimer et de laisser place à ces nécessaires échanges. Oui, les méthodologies inspirées des designers, elles servent à un prof de génétique à créer un cours collaboratif. Parce que si je m'étais pas inspiré de méthodes de designer, j'aurais utilisé 3-4 méthodes habituelles de travail en groupe et je me serais heurté aux mêmes problématiques du travail en groupe. Donc il y a aujourd'hui des possibilités de faire travailler des élèves ensemble ou des apprenants ensemble avec plus de facilité en s'inspirant de méthodes qui sont complètement sorties, qui proviennent pas du tout du monde de l'éducation. Merci Jean-Charles Caillé. Nous arrivons au terme de cet épisode, un épisode bien évidemment donc, que l'on retrouvera sur l'ensemble des plateforme de diffusion de podcasts qui sera accessible sur le site également du C2RP. Il ne me reste plus qu'à vous remercier Jean-Charles et à vous dire à bientôt. Bien, merci à vous aussi, merci de m'avoir invité et à bientôt j'espère. Merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode du C2 Podcast, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues ou avec toute personne pour laquelle il sera intéressant et utile. Laissez-nous librement un commentaire, posez-nous vos questions sur le sujet traité par le podcast ou encore faites-nous part de vos idées pour un prochain C2 Podcast. Et pour ne rien manquer de notre programmation, abonnez-vous au C2 Podcast sur vos plateformes préférées, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Vous ne manquerez aucun épisode.